toute franchise, c'est l'émission politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa. Et ce matin, Christophe, vous recevez Éric Woerth. Éric Woerth, bonjour. Bonjour. Président de la Commission des Finances et député Les Républicains de l'Oise. Alors hier soir sur BFM TV, Jean Castex a semblé clair. Nous allons sans doute vers un confinement de l'Île-de-France. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre ou joker? Est-ce qu'on a le droit de dire je ne sais pas dans ce monde où tout le monde sait tout? Je pense que c'est sans doute efficace les confinements. On l'a montré au premier confinement. Visiblement, les confinements du week-end ont l'air plutôt efficaces là où ils ont été mis en place. Les chiffres sont pas bons, visiblement pas bons. Les entrées en réanimation sont très élevées. Donc il faut sans doute aller plus loin que ce qui est fait aujourd'hui et que le simple couvre-feu. Confinement Maintenant, du dans quelles week-end, c'est à votre conditions? préférence? Parce que ça Écoutez, maintient moins l'activité du pays. moins on confine, je dirais pas mieux je me porte parce que c'est un problème de santé, mais moins on confine, mieux l'économie se porte, plus le rebond est facile, moins il y a de gens qui souffrent. Est-ce que c'est efficace, suffisamment efficace par rapport au palier très élevé que nous connaissons, à cette troisième vague, comme a dit le Premier ministre? Je n'en sais rien. Donc il faut limiter absolument les mesures de contrainte au strict minimum, mais au maximum de santé. Le moral est pas bon, chacun peut le vérifier autour de soi, c'est assez simple. Il y a plein de sondages qui le montrent d'ailleurs. C'est pas bon, c'est très mauvais chez les jeunes. On a très vite, très longtemps avant d'ailleurs alerté, chez les Républicains, on a alerté dès le printemps dernier des difficultés que le virus pourrait poser aux jeunes en termes d'emploi, mais plus largement en termes d'isolement, de repli sur soi, enfin le contraire de la jeunesse au fond. Donc il y a beaucoup de souffrance et c'est pas une souffrance, c'est pas une souffrance théorique, c'est la réalité des choses. Donc le confinement, c'est la mesure ultime. Le président de la République, d'ailleurs, à juste titre, a essayé de l'éviter. Je peux plutôt appuyer cela. Je crois qu'il avait cette fois-ci, il avait raison. Visiblement, on va durcir les choses. Peut-être peut-on tenter le week-end et puis aller plus loin. Alors, vous savez, il y a la question des écoles. C'est toujours la même histoire. Il y a aussi la question des écoles. Évidemment, il faut tenter de les laisser ouvertes. Mais on voit bien que les écoles sont aussi un lieu dans lequel ils ramènent une partie du virus à la maison parce que les enfants, on les adore tous, mais ils sont vecteurs. Heureusement, ils sont pas, pour l'instant, ils sont pas touchés. Et on touche tous du bois pour que ça n'arrive jamais. Mais en même temps, ils sont vecteurs du virus. Donc, il y a beaucoup aussi de contagion intrafamiliale de cette manière. On connaît plein de gens qui sont aujourd'hui testés positifs pour ces raisons-là. Il y a l'Île-de-France et puis il y a les départements voisins, le vôtre. Si on confine l'Île-de-France la semaine, que vont faire les habitants de Chantilly qui d'habitude vont travailler, ils vont rester chez eux? Il y a des chiffres aussi très élevés dans les Hauts-de-France et dans l'Oise. Évidemment, les migrations de travail sont très importantes entre l'Oise, entre Chantilly, Senlis et Creil et puis l'Île-de-France. Évidemment, il faut prendre des décisions cohérentes. Il pourrait aussi y avoir une autre solution. On confine uniquement les personnes à risque. Les personnes âgées, les personnes malades restent chez elles le temps qu'on les vaccine. Ça a déjà été soumis, l'idée était déjà soumise pendant, vous savez, Oui. pendant le premier confinement, en sortir, laisser les personnes. Au fond, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même relativement jeunes, qui ont aussi beaucoup souffert et qui sont en réanimation, même si c'est pas la majorité. Donc je sais pas si c'est très facile de segmenter la population comme ça. Moi, je ne ferai pas ça. Suspendre un vaccin, l'AstraZeneca en l'occurrence, sans raison scientifique valable, juste parce que l'opinion se mettait à paniquer, est-ce que c'est pas la négation de la responsabilité politique? Alors, c'est le fameux principe de précaution qu'on a nous essayé de combattre. Je sais bien que c'est Jacques Chirac qui l'a introduit, mais on a quand même essayé de le combattre quelques années après, parce qu'il arrête un peu tout. Évidemment, l'Allemagne a mis une pression très forte. Il y a eu plusieurs pays, le Danemark et plein d'autres pays, mais l'Allemagne, je ne sais pas comment les autorités allemandes ont informé les autorités françaises. Est-ce qu'elles l'ont fait ou est-ce qu'elles ne l'ont pas fait? C'était à partir de ce moment-là relativement difficile de résister, mais on aurait peut-être pu le faire, parce que j'ai l'impression, mais encore une fois, c'est pas mon métier, je ne sais pas, j'ai l'impression que les cas de thrombose dont on parle sont des cas qui représentent assez peu de choses. C'est très important pour la personne qui l'a, mais assez peu de choses par rapport au nombre de personnes vaccinées. Et ce vaccin, il est quand même, me semble-t-il, et je crois, très efficace. Donc, il faut très rapidement reprendre la vaccination une fois que les autorités de santé européennes. C'est aussi la République des parapluies. C'est aussi le fait qu'on veut se protéger. On veut se protéger de la judiciarisation des décisions de santé, qui est une catastrophe, qui est une absolue catastrophe. Comme si quelqu'un avait l'intention de mal faire. Parfois, on fait mal parce qu'on ne sait pas. C'est tout. Quand il y a des perquisitions chez le ministre de la Santé ou des perquisitions chez l'ancien Premier ministre, honnêtement, on peut quand même se poser un certain nombre de questions, avec tout le respect qu'on a pour la justice. Beaucoup de questions là-dessus. C'est le principe, dans ce cas-là, de l'immobilisme. Moins on en fait, moins on en risque, donc on fait
changerait plus rien. Et évidemment, lutter contre une pandémie, c'est en soi un risque. C'est par principe un risque qu'on tâtonne. Jean Castex est prêt à se faire vacciner par AstraZeneca dès qu'il sera de nouveau autorisé. Et vous? Oui, bien, moi je suis prêt à me faire vacciner avec n'importe quel vaccin, mais sauf que je suis pas dans la cible aujourd'hui. D'ailleurs, heureusement, tant mieux, mais il faut d'abord faire par catégorie de population. On voit que ça a eu beaucoup de mal à prendre, qu'on est très très lent, mais la France est d'une manière générale très lente, alors que le monde va vite, on est trop lent, et que la campagne de vaccination, elle a été très lente. Alors il y a des responsabilités chez les fabricants de vaccins, les choses sont été il faut montrer le croc, dit Jean Castex. Oui, il faut aller beaucoup plus loin, il faut multiplier les centres de vaccination, multiplier celles et ceux qui peuvent vacciner, former que les étudiants, que les vétérinaires, autoriser le vaccin russe. À partir du moment où il est considéré comme un bon vaccin, c'est à partir du moment où il est agréé, évidemment dans toutes les formes possibles. Mais en tout cas, il faut multiplier. La question aujourd'hui, c'est moins d'ailleurs la disponibilité des doses de vaccins, aussi que la capacité à vacciner. Quand dans un hôpital, on arrête à 16h la vaccination, c'est parce qu'en fait, on n'a pas les soignants pour le faire. Et qu'à partir du moment où il y a d'autres personnes qui rentrent dans l'hôpital parce qu'il y a d'autres affections et qu'il faut continuer à les soigner, on est bien obligé de libérer du temps humain. Soutenez-vous toujours le quoi qu'il en coûte pour aider l'économie à traverser l'épidémie, ou bien faut-il freiner? Non, il faut évidemment en sortir. On ne va pas rester comme ça pendant des années. Donc il faut en sortir. Il faut en sortir pas brutalement. Il faut en sortir en sifflet au fur et à mesure de l'évolution de la vaccination, donc de la sécurisation de la population sur le plan vaccinal, et de faire monter l'économie au fur et à mesure et de commencer à ouvrir. Et donc il faut retirer, un peu comme la mer qui se retire, hein, il faut retirer au fur et à mesure. Ça n'avait pas été le cas d'ailleurs en 2008, 2009, 2010 pendant cette crise, et on a bien vu que c'était dangereux de de retirer les béquilles brutalement. Les prévisions de la Banque de France ou de l'OCDE sont pas mauvaises pour l'économie française en 2021. Vous croyez, vous, au rebond spectaculaire? Non, mais elles sont pas mauvaises. En réalité, c'est parce que la situation a été extrêmement mauvaise. Donc la situation, elle a été très très mauvaise. Le déficit, la décroissance, la chute de production de richesse, la fermeture des entreprises. Oui, mais enfin, on réatteindra le niveau d'avant Covid, a priori, si on en croit les économistes et les institutions, d'ici le milieu de l'année prochaine, de 2022. Ça veut dire sans tenir compte de la croissance qui aura été stoppée. C'est le niveau qu'on avait atteint, pas le niveau où on aurait dû être. Et le niveau où on aurait dû être, on va mettre encore quelques années à le rattraper. Donc il faut profiter de cela, en fait, pour se dire, on aura peut-être perdu 2 ans, perdu 2 ans sur le plan économique, mais aussi perdu 2 ans dans beaucoup de relations sociales et beaucoup de relations familiales, et pour beaucoup de gens avec des fractures psychologiques très importantes. Mais est-ce qu'on peut gagner 5, 6, 7 ans sur notre capacité à nous transformer? Et c'est ça l'enjeu de la relance et du rebond. De la présidentielle. Est-ce qu'on peut aller plus vite pour essayer d'atteindre un monde dont on peut se dire que ça doit être notre objectif, plus numérisé, plus vert, plus respectueux, plus bienveillant, enfin plus tout, quoi. Au fond, on a envie d'être heureux, c'est ça la réalité. Est-ce qu'on va accélérer cette transformation, ou est-ce qu'on va encore procrastiner comme on adore le faire? Et alors vous proposez dans ce cadre-là, avec Laurent Saint-Martin, rapporteur du budget, de changer la rédaction des lois de finances, de remplacer notamment les points de PIB par des milliards. Qu'est-ce que ça peut changer? Alors j'ai vraiment super conscience que ça fait assez comptable, oui, dans un monde qui n'est pas. En réalité, c'est pas complètement cela. Avec Laurent Saint-Martin, qui est rapporteur du budget, qui est LREM, et moi je suis LR, donc c'est transpartisan. Nous avons décidé d'essayer de changer notre constitution financière, parce que c'est aujourd'hui un outil qui ne correspond plus aux nécessités du moment. Et si vous n'avez pas les bons outils, vous n'avez pas les bons débats. Et si vous n'avez pas les bons débats, vous n'avez pas les bonnes décisions. Et je vous donne quelques exemples. Par exemple, on ne fait pas la différence entre les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement. Contrairement à toutes les entreprises. Oui, contrairement aux collectivités locales, contrairement aux entreprises. Donc vous ne faites pas la différence entre la dette qui finance des dépenses d'avenir, comme on dit, et puis la dette qui finance nos propres et simples dépenses générationnelles de fonctionnement. Et donc nous ne pouvons pas avoir un débat sur la dette. Nous ne pouvons pas avoir un débat sérieux sur les priorités budgétaires que la France doit faire, ni sur notre capacité à rembourser cette dette, si nous n'avons pas les bons indicateurs. Vous ne pouvez pas respecter les limitations de vitesse si vous n'avez pas le bon compteur de vitesse. Et c'est la même chose pour le point que vous évoquiez. Il y a dans la loi de finances beaucoup de pourcentages, de choses comme ça, auxquelles seuls quelques spécialistes comprennent quelque chose. Si vous voulez éclairer le débat, il faut dire que les choses coûtent des milliards d'euros, parce que c'est ça. Et vous suivez aussi en pluriannuel
annuel, c'est-à-dire sur plusieurs années, et vous ne sortez pas de la crise si vous ne suivez pas sur plusieurs années, et si le gouvernement n'a pas non plus l'obligation de tenter de respecter les prévisions qu'il fait, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il change d'avis et que ce n'est pas non plus très bon pour la croissance. Mais si vous deviez freiner aujourd'hui des politiques publiques pour mieux gérer la dette, quelle politique publique freineriez-vous ? Je pense que c'est un débat national. C'est un débat, et à droite on pense quelque chose, à gauche on pense différemment, au centre on pense différemment, donc c'est un débat, c'est quelles sont les priorités publiques. Clairement les priorités publiques, moi, me semble-t-il, en dehors de la santé et évidemment de l'autorité régalienne, c'est quand même la formation. Nous devons former les Français mieux qu'ils ne sont formés aujourd'hui. On n'affrontera pas le monde de l'après-Covid sans une capacité à avoir les personnes formées en face d'emploi que nous devons rapatrier sur notre sol. Et c'est très bien de vouloir relocaliser, mais aussi il faut vouloir localiser. Et les activités qui vont fleurir par les progrès technologiques et dans laquelle la France doit être dans la course, et si on veut être dans la course, il faut les gens formés pour ça. Regardez les réanimateurs. La question, c'est pas d'avoir les bons outils ou les lits. Les lits, on arrive assez facilement à trouver un lit et une pièce. C'est d'avoir la capacité des gens à servir des matériaux complexes, des matériels complexes. Et ça, on est incapable aujourd'hui d'avoir un bon rythme de formation, malgré les dizaines et les dizaines et les dizaines de milliards d'euros que l'on met dans la formation initiale comme dans la formation professionnelle. On entend à droite des voix s'élever pour dire faut dépenser, faut faire de la dette, faut faire du social, la droite doit dépenser. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais du social, on en fait plus que tous les autres pays, donc on n'a aucune leçon à apprendre. Et tous ceux qui pensent ça, c'est des gens qui ne raisonnent qu'en termes de strates supplémentaires. Ils ne regardent pas ce qui s'est fait avant, parce que souvent d'ailleurs ils ne le savent pas. Et ils connaissent assez mal les fonctionnements d'aujourd'hui. La question, elle est comment de bien dépenser l'argent ? Quelle est l'efficience de l'argent ? Parce que l'argent, c'est l'argent public, c'est l'argent de tout le monde. Comment rendre cet argent efficace, efficient ? Comment il atteint son propre but ? Et dans le domaine social, on voit qu'on n'atteint pas nos buts. Les Français sont malheureux, inquiets, il y a du chômage. Donc il faut résoudre la question du chômage structurel du pays. Il y a un chômage structurel d'avant Covid. Tous les autres pays, ou à peu près, ont résolu le problème du chômage structurel. On en revient d'ailleurs au système de formation, et probablement au modèle social, et probablement au marché du travail, à la façon de l'organiser. Est-ce qu'il y a un présidentiable républicain, les Républicains, qui est à votre faveur sur ce terrain-là en ce moment ? Non, aujourd'hui, j'étais maire de Chantilly, je ne vais pas m'inscrire dans une écurie. Je verrai. Je pense que ce qui est très très important, c'est ce que diront ces candidats. La France, elle est à la croisée des chemins. On dit ça tout le temps, mais là, c'est une vraie croisée des chemins. Il ne faut pas que cette croisée des chemins, on prenne le chemin qui s'appelle impasse, parce que tout le monde va nous dépasser. Et donc, on a besoin d'avoir un candidat qui soit sérieux, qui soit solide, qui soit crédible. Attention au miroir aux alouettes, aux idées farfelues, aux idées repeintes en jeune quand elles sont aussi vieilles que le monde. On a besoin d'idées efficaces. Et on a besoin de faire surtout. Vous savez, ce qui serait nouveau en France, ce serait de faire. C'est pas tellement d'avoir des idées. Le procès Big Malion s'ouvre aujourd'hui, sera sans doute reporté. Est-ce que de votre poste d'observation, vous avez des éléments pour dire que Nicolas Sarkozy savait ou ne savait pas que les comptes dérapaient et que Big Malion finançait ? Écoutez, Nicolas Sarkozy s'est exprimé là-dessus. Alors, je ne vais pas m'exprimer le jour de l'ouverture d'un procès. Et moi, j'ai toute confiance dans Nicolas Sarkozy. Je peux pas dire plus ni mieux. Ça fait beaucoup. Est-ce que la justice a ciblé Nicolas Sarkozy depuis des années ? Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Je dis simplement que Sarkozy, il paye cher un certain nombre de choses et probablement trop cher. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas rendre public le coût des enquêtes menées par la justice pendant des années ? En tout cas, toutes les administrations, et tout va vers une transparence des coûts, et une transparence des coûts affectés, pas uniquement d'un budget global. Donc je pense qu'il faut, dans le domaine judiciaire, comme dans tous les autres domaines, savoir combien coûte un acte. Vous voyez, un acte médical, on sait combien ça coûte. Un acte judiciaire, on ne sait pas bien. Éric Woerth, merci. Bonne journée. Je vous en prie.